Imaginez un endroit où la fragilité de l'esprit s'expose sans filtre, où les murmures se mêlent aux lamentations et où la réalité se brouille. Un espace conçu pour guérir, mais qui parfois semble capturer quelque chose de plus. Ce soir, nous plongerons dans l'univers troublant des consultations psychiatriques. Nous avons recueilli des témoignages glaçants de ceux qui ont ressenti une présence, entendu des voix ou été témoins de phénomènes inexplicables dans ces couloirs et ces chambres. Si vous avez déjà vécu une expérience similaire ou si la nuit vous a simplement donné la chair de poule, partagez vos pensées ci-dessous. Et si ce voyage dans l'abîme vous plaît, n'oubliez pas de rejoindre notre communauté. Il est temps d'éteindre les lumières. Voici le premier récit. Cette histoire nous a été envoyée par Anna, une abonnée de la chaîne qui a préféré que nous utilisions un nom fictif pour préserver sa vie privée. Anna a travaillé pendant un certain temps comme assistante administrative dans une clinique psychiatrique et ce qu'elle a vécu là-bas l'a amenée à remettre en question la fine ligne entre la maladie mentale et la véritable présence de l'inexplicable. Si vous avez déjà travaillé dans un endroit comme celui-ci ou si vous avez une expérience troublante à partager, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. J'adore lire vos récits. Maintenant, installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-moi vous raconter l'expérience d'Anna. Je m'appelle Anna, ou du moins, c'est le nom que nous utiliserons pour cette histoire. Pendant presque 2 ans, j'ai travaillé comme assistante administrative dans une clinique psychiatrique privée, clinique El Refugio, comme j'aimais l'appeler. C'était un vieux bâtiment, adapté avec le temps, mais qui conservait encore cette essence d'antan. De longs couloirs de hauts plafonds et un silence parfois plus dense que le calme. Mon travail consistait à accueillir les patients, gérer les rendez-vous, archiver les dossiers et occasionnellement rester tard pour aider les médecins avec des rapports urgents. Au début, c'était un travail comme un autre. Les jours passaient entre le tintement du téléphone, les voix basses des psychiatres et le va-et-vient de personnes en difficulté qui, à mes yeux jeunes, semblaient immenses. J'étais pragmatique, je croyais en la science et en la logique. Les histoires que j'entendais des patients, les hallucinations, les paranoïas, je les attribuais à la complexité de l'esprit humain et aux défaillances de sa chimie. Je n'ai jamais pensé que quelque chose de tout cela pouvait être réel. Je me trompais. La clinique était particulièrement silencieuse la nuit. Les derniers patients sortaient, les médecins fermaient leur cabinet et peu à peu, les lumières s'éteignaient, ne laissant que les faibles lumières d'urgence dans les couloirs et la lumière de mon petit bureau principal. C'est alors que le bâtiment prenait une vie différente. Je pouvais entendre les craquements du bois, le bourdonnement lointain du système de ventilation et, parfois, quelque chose d'autre. Au début, je l'attribuais à l'imagination, à la fatigue. Le cerveau, après une journée, peut jouer de mauvais tours. Un des premiers signes que quelque chose n'allait pas a été avec Clara. Clara était une patiente d'une 50aine d'années, diagnostiquée avec une schizophrénie. Elle était douce, mais son regard se perdait souvent dans un point lointain de la pièce. Elle venait en thérapie 2 fois par semaine et parlait souvent des chuchotements. Pas ceux de son propre esprit, disait-elle, mais ceux du bâtiment. Elle refusait souvent d'entrer dans le cabinet du docteur Solaire, affirmant que lui était là. Qui, Clara ? Je me demandais, avec la patience requise par mon travail. Celui qui regarde, répondait-elle, s'enlaçant elle-même. Celui qui murmure des choses qui n'ont pas de sens. Il est dans cette pièce, Anna. Les médecins le rejetaient comme faisant partie de ses délires, une projection de plus de sa maladie. Et moi aussi je le faisais, bien que je ne pouvais pas éviter une piqûre d'inconfort quand Clara désignait le cabinet avec ce doigt tremblant, puis me regardait avec une sincérité terrifiante, comme si elle savait que je le ressentais aussi, même si je ne l'admettais pas. Les choses sont devenues plus étranges quand j'ai commencé à rester plus tard. Il y avait des jours où les dossiers ne s'archivaient pas tout seuls et les rapports devaient être prêts pour le matin. Je restais seul, avec juste le veilleur à l'entrée, un homme âgé et sourd qui ne bougeait presque jamais de son poste. Une nuit, alors que j'archivais les dossiers de la semaine, j'ai ressenti un frisson. C'était au milieu de l'été. La climatisation fonctionnait parfaitement, mais j'avais l'impression qu'un courant d'air glacé m'avait effleuré le cou. J'ai regardé autour de moi. Personne. La porte principale était fermée à clé. Les fenêtres aussi. La seule explication logique était que la climatisation était trop forte. Je me suis levé pour l'ajuster. Quand je suis revenu à mon bureau, j'ai remarqué quelque chose. Le dossier qui était à mes côtés, celui du patient de l'après-midi, était ouvert. Non seulement ouvert, mais plusieurs feuilles étaient éparpillées sur le bureau. Je me souvenais parfaitement l'avoir fermé et empilé avec le reste. Mon esprit cherchait une explication rationnelle. Peut-être que je l'avais mal fermé. Peut-être qu'il a glissé et s'est ouvert. Mais les feuilles, comment s'étaient-elles éparpillées ainsi ? Je les ai ramassées, ressentant une inquiétude que je ne pouvais pas expliquer. En le faisant,
j'aurais juré avoir entendu un murmure, pas un mot clair mais un son guttural, comme le froissement de papier sec ou le frôlement de feuilles sèches sur le sol. Cela venait du couloir qui menait au cabinet. Mon cœur a fait un bond. Je suis resté immobile, retenant ma respiration, attendant de l'entendre à nouveau. Rien. Juste le silence pesant de la clinique et le bourdonnement lointain de l'air. « Bonjour » ai-je appelé, ma voix sonnant étrangement faible dans l'immensité du lieu. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Silence. Juste le silence. Je me suis convaincu que c'était la fatigue, que j'hallucinais. J'ai terminé mon travail rapidement en m'assurant que tout était à sa place, et je suis sorti aussi vite que j'ai pu. Les jours suivants, ces petits incidents sont devenus plus fréquents. Une lampe qui clignotait sans raison dans le cabinet vide du docteur Solaire, celui que Clara détestait. Un stylo qui disparaissait de mon bureau et réapparaissait dans un tiroir que je savais avoir fermé. De petites choses qui à elles seules ne signifiaient rien mais ensemble commençaient à peindre un tableau inquiétant. Un après-midi, alors que j'attendais une patiente qui avait pris du retard, la docteure Helena, l'une des psychiatres les plus expérimentées de la clinique, m'a vu un peu pâle. « Tout va bien, Anna, je te vois préoccupée. » J'ai hésité un moment, mais j'ai décidé de me confier un peu. Je lui ai parlé des choses étranges, des murmures, des objets qui bougeaient. Elle a souri, avec une compréhension qui m'a surprise. « Anna, l'esprit humain est un endroit fascinant. Quand nous travaillons avec des personnes dans des états altérés, parfois la suggestion peut être puissante. Ou les vieux bâtiments ont leur propre personnalité. Fissures, courants d'air, vieilles tuyauteries. J'ai hoché la tête, acceptant son explication logique. Mais quelque chose dans son regard me disait qu'elle n'était pas tout à fait convaincue, ou peut-être qu'elle ne voulait pas l'être. Je me suis rappelé qu'il y a quelques années, une autre assistante administrative avait démissionné abruptement, invoquant le stress. Je me demande si elle a également vécu quelque chose de similaire. Un mois plus tard, le docteur Rojas, un autre des psychiatres, est parti en vacances pendant 2 semaines. Son cabinet est resté vide et fermé à clé. C'était une petite pièce, au bout du couloir, avec une fenêtre donnant sur un petit jardin intérieur. Je n'avais aucune raison de m'en approcher, car tous ces dossiers étaient dans le fichier général. Une de ces nuits où je restais tard, l'anxiété de Clara s'est intensifiée. On m'a appelé de chez elle parce qu'elle avait une crise sévère, insistant sur le fait que celui qui chuchotait ne la laissait pas en paix. Elle disait qu'il n'était pas seulement dans la clinique, mais qu'il la suivait chez elle. Cela m'a perturbé plus que je ne voulais l'admettre. Les médecins ont ajusté sa médication, mais ces mots sont restés avec moi. Cette nuit-là, en révisant les horaires, je l'ai de nouveau ressenti, le même froid inexplicable, la sensation d'être observé, et puis les murmures. Plus clairs cette fois, mais encore inintelligibles, comme une langue ancienne oubliée. Ils venèrent du couloir. Je ne voulais pas y aller. Mon instinct me criait de rester dans mon bureau, avec les lumières allumées. Mais la curiosité, cette maudite curiosité humaine, m'a poussé à regarder. J'ai ouvert la porte de mon bureau à peine un peu, juste assez pour voir le couloir sombre. Au bout du couloir, la porte du cabinet du docteur Rojas était fermée, mais je jurerais avoir vu un mouvement. Une ombre fugace, sombre, qui sembla glisser sous la porte puis se dissiper dans l'obscurité du couloir. Mon cœur s'accéléra au point de me faire mal à la poitrine. Je me suis enfermé dans mon bureau, tremblant. Je me suis convaincu que c'était un courant d'air, mon esprit me jouant des tours. Les médicaments de Clara, pensais-je, affectent ma propre perception. Mais l'image de cette ombre, si nette, si réelle, refusait de disparaître. Les nuits suivantes furent un tourment. Chaque fois que je restais seul, la sensation de présence s'intensifiait. Les murmures devenaient plus persistants. Parfois ils semblaient venir de l'intérieur de mon propre bureau. De temps en temps, j'entendais un grattement, comme des ongles traînant sur le plâtre du mur. J'essayais de les ignorer, de mettre de la musique ou de parler au téléphone avec une amie, mais la sensation de terreur ne me quittait pas. Un après-midi, je devais fermer la clinique complètement. C'était vendredi et les autres étaient partis tôt. Je savais qu'une nuit solitaire m'attendait. En éteignant les lumières des cabinets, un par un, je passais devant la porte du docteur Rojas. Et là, elle était. La porte était entrebâillée. Mon sang se glaça. J'étais sûr qu'elle avait été fermée la nuit précédente, et le docteur Rojas ne revenait pas de ses vacances avant la semaine suivante. Personne d'autre n'avait de clé pour ce cabinet. Je m'approchai prudemment. Ma main tremblait en poussant la porte pour voir l'intérieur. La pièce était plongée dans l'obscurité. Seule la faible lumière du couloir filtrait. Tout semblait normal. Le bureau propre, les fauteuils pour le patient, la bibliothèque avec les volumes de psychiatrie, mais une odeur particulière, comme de la poussière vieille mélangée à quelque chose de métallique,
presque de sang sec, flottait dans l'air. Et là, au centre de la pièce, sur le fauteuil du patient, il y avait une feuille de papier. C'était une feuille arrachée d'un dossier médical froissé et avec quelques taches d'humidité. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes. Ce n'était pas d'un patient que je reconnaissais. Et dessus, avec une écriture tremblante qui n'était celle d'aucun médecin, était griffonnée une série de symboles étranges, comme des runes ou des hiéroglyphes déformés, et en dessous, une phrase répétée encore et encore. « Ne me laisse pas seul, ne me laisse pas seul, ne me laisse pas seul ». Un cri silencieux s'est formé dans ma gorge. Mon cœur battait la chamade. Je savais que cela ne faisait pas partie d'une maladie mentale, c'était réel. Et j'étais dans la clinique. Soudain, la porte du cabinet s'est fermée brusquement derrière moi, me laissant dans l'obscurité totale. L'adrénaline m'a envahi. J'ai commencé à frapper à la porte, essayant de l'ouvrir, mais elle était bloquée. Je pouvais entendre ma respiration haletante, les battements de mon cœur résonnant dans mes oreilles. Dans l'obscurité, j'ai commencé à sentir une présence. Elle était froide, oppressante, comme un poids intangible sur ma poitrine. Et puis, le murmure, pas un seul, mais plusieurs, comme un chœur de voix sèche, chuchotant autour de moi, si près que je sentais le souffle froid sur ma nuque. Ne me laisse pas seul. J'ai entendu cette fois une voix claire, bien que rauque, comme si la gorge qui la produisait était pleine de sable. La voix venait de quelque part, mais je ne pouvais pas identifier son origine. Elle était partout, et nulle part à la fois. Je fouillai à tâtons dans la poche de mon pantalon pour trouver mon téléphone. L'écran s'alluma et la petite lumière de la lampe de poche m'aida à éclairer la pièce. Les symboles griffonnés sur la feuille de papier semblaient maintenant danser dans ma vision périphérique. Les murs de la pièce semblaient se refermer, les ombres s'allongeaient, se déformant en figures grotesques. La voix devenait plus forte, plus insistante, mêlée à des rires secs et des sanglots étouffés. Je sentais que je devenais folle. Est-ce que j'entendais ce que les patients de la clinique entendaient ? Est-ce que je vivais la même réalité distordue qu'eux ? La terreur m'envahit, non seulement à cause de la présence, mais aussi à cause de la possibilité de perdre ma propre raison. Dans un coin de la pièce, je vis quelque chose bouger, une ombre plus dense que les autres, une tache sombre qui semblait avoir une forme humaine, mais sans traits. Elle se déplaçait avec une lenteur antinaturelle, rampant sur le sol, s'approchant de moi. Elle n'avait ni yeux ni bouche, mais je sentais qu'elle m'observait, qu'elle me dévorait de sa présence. Les murmures s'intensifièrent, se transformant en un tourbillon de mots incompréhensibles qui se mêlaient à mes propres pensées de panique. Je sentais l'air m'échapper des poumons. J'étais sur le point de crier, sur le point de céder à la terreur. À cet instant, au milieu du chaos, je me rappelais Clara. Ces mots, celui qui regarde, celui qui murmure des choses qui n'ont pas de sens. Elle fuyait toujours devant lui. Elle ne faisait jamais face. Et soudain, j'eus une idée. Si cette chose se nourrissait de ma peur, de mon désespoir, la seule façon de la combattre était de lui refuser ce qu'elle voulait. Je respirais profondément, essayant de calmer mon cœur affolé. Je fermais les yeux et me forçais à me souvenir de la raison, de la logique, du monde réel. Je pensais à ma famille, à ma maison, à la lumière du soleil. J'ouvris les yeux, l'ombre était toujours là, mais elle ne me semblait plus si grande, si imposante. Les murmures persistaient, mais maintenant ils sonnaient plus lointains, comme un écho. Et la voix rauque qui disait « Ne me laisse pas seule », bien qu'elle soit toujours là, n'avait plus le même pouvoir. Avec un dernier effort de volonté, je m'approchai de la porte, ignorant l'ombre qui semblait se tordre de rage dans le coin. Mes mains tremblaient, mais cette fois, j'arrivai à tourner la poignée. La porte s'ouvrit. Je sortis du cabinet à toute vitesse, fermant la porte avec force derrière moi. Je ne regardai pas en arrière. Je courus dans le couloir, le froid et les murmures me suivant comme une traînée invisible. J'arrivai à mon bureau, pris mes affaires et sortis de la clinique sans regarder en arrière, sans même dire au revoir à l'agent d'entretien qui n'avait sûrement rien entendu. Je ne retournai pas à la clinique El Refugio. J'appelai le lendemain et démissionnai, invoquant des problèmes personnels. La docteure Elena me souhaita bonne chance, mais je sentis dans sa voix un étrange mélange de compréhension et de soulagement. Je n'ai jamais raconté l'histoire complète à personne, sauf à vous maintenant. Je ne sais pas ce qu'était cette chose. Un esprit, un démon, une manifestation psychique collective de toutes les douleurs et peurs qui s'étaient accumulées dans ces murs. Mais je sais qu'elle était réelle, et qu'elle se nourrissait de l'esprit, de la raison, du désespoir. Depuis lors, chaque fois que j'entends un murmure incompréhensible ou que je ressens un frisson inexplicable, je regarde autour de moi avec une prudence renouvelée. Parfois, je me demande si elle ne s'est pas un peu accrochée à moi, si maintenant je peux voir, entendre ou sentir ce que Clara percevait. Parfois, la nuit,
Quand tout est silencieux, je jurerais que j'entends un grattement lointain, comme si le papier sec traînait sur le sol. Et la phrase « Ne me laisse pas seul » résonne encore dans ma tête dans les moments de plus grand silence. Et ainsi se termine le récit troublant qu'Anna nous a partagé. Son expérience dans cette clinique psychiatrique l'a profondément marquée, lui faisant voir le monde avec d'autres yeux. C'est l'une de ces histoires qui vous font remettre en question à quel point la barrière entre ce que nous considérons comme réel et ce que notre esprit est capable de percevoir est fragile. Si jamais vous vous êtes senti troublé par une présence similaire ou si vous avez travaillé dans un endroit où l'atmosphère vous a inquiété, j'aimerais lire votre expérience dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez en entendre d'autres comme celle-ci, envisagez de vous abonner à la chaîne. Cette histoire m'a été envoyée par une personne qui préfère rester anonyme, une professionnelle de la santé mentale. Cela m'a semblé un témoignage particulièrement glaçant, car il nous mène à un endroit qui devrait être de guérison, mais où, parfois, les lignes entre l'esprit et la réalité peuvent se brouiller de manière terrifiante. Si vous avez une histoire similaire ou une expérience que vous jugez inexplicable, vous pouvez la laisser dans les commentaires. J'adore lire et parfois raconter vos vécus. Maintenant, éteignez les lumières et laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé dans ce qui aurait dû être son nouveau et prometteur cabinet. Je m'appelle Elena Morales, je suis psychiatre, ou du moins, je l'étais avant que tout cela n'arrive. Récemment diplômé, avec mon diplôme brillant et l'optimisme de la jeunesse, j'ai décidé d'ouvrir mon propre cabinet. Je voulais mon propre espace, où je pourrais aider les gens de la manière dont j'avais toujours rêvé. Le chemin n'était pas facile, je le savais, mais j'avais l'énergie et la détermination. Après des semaines à chercher l'endroit parfait, qui soit abordable et bien situé, j'ai trouvé un ancien bâtiment dans un quartier calme de la ville. Ce n'était ni moderne ni luxueux, mais il avait un charme particulier. C'était une maison de 2 étages, avec de grandes fenêtres et un petit jardin négligé à l'avant. Le panneau décoloré au-dessus de la porte était à peine lisible. Clinique psychiatrique, Dr Esteban Solano. Elle avait été inoccupée pendant des années. Le propriétaire précédent avait pris sa retraite et était décédé peu après. Le loyer était étonnamment bas, ce qui m'a semblé être une bonne affaire. Je me souviens du jour où j'ai signé le contrat. Une sensation d'excitation et une pointe d'inquiétude m'ont parcouru. Le bâtiment sentait le renfermé, la poussière et le vieux papier, un arôme dense et pénétrant qui semblait imprégner tout. Mais je me disais qu'avec un bon nettoyage, un peu de peinture et des meubles neufs, il deviendrait le cabinet accueillant et professionnel que je souhaitais. Les premières semaines furent un tourbillon d'activités. J'ai engagé quelques ouvriers pour nettoyer et peindre. J'ai enlevé l'ancienne enseigne et mis la mienne. J'ai acheté du mobilier simple mais fonctionnel. Le premier étage était destiné à la salle d'attente, mon cabinet principal et une salle de bain. Le deuxième étage était plus petit, avec quelques pièces que je prévoyais d'utiliser comme futur bureau ou peut-être une salle de thérapie de groupe et un débarras que j'ai laissé pour plus tard. L'atmosphère peu à peu a commencé à se transformer, du moins au rez-de-chaussée. Les couleurs claires et la lumière naturelle qui entrait par les grandes fenêtres lui donnaient un air plus frais et moderne. Mes premiers patients sont arrivés au fil des semaines. C'étaient des cas variés, comme c'est souvent le cas, anxiété, dépression, problèmes de couple. Je me sentais épanoui. Chaque après-midi, à la fin de ma journée, je restais un peu plus longtemps à revoir des dossiers, à planifier des séances, ou simplement à profiter du calme des lieux. C'était pendant ces heures de silence, lorsque le soleil se couchait et que les ombres commençaient à s'allonger dans les couloirs, que les premières étrangetés ont commencé à se manifester. Au début, c'étaient des choses minuscules, facilement attribuables à l'ancienneté du bâtiment. Les lumières, de temps en temps, clignotaient sans raison apparente, même après qu'un électricien m'ait assuré que le câblage était en parfait état. Il y avait des courants d'air glaciaux qui apparaissaient soudainement, même lors de journées chaudes d'été, et qui me faisaient frissonner. Les craquements du bois du sol et des murs étaient constants. Le déplacement d'une vieille structure, me disait-on. Mais parfois, ces sons semblaient trop délibérés, trop proches, comme si quelqu'un marchait silencieusement à l'étage supérieur ou traînait quelque chose de lourd. Une nuit, alors que je terminais un rapport, j'entendis un coup sec à l'étage supérieur. Je restai immobile, écoutant. Puis, un autre coup, plus fort, comme si quelque chose de lourd était tombé. Mon cœur s'accéléra. Il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment. Je rassemblai mon courage, pris une lampe de poche que je gardais dans le bureau et montai les escaliers. Le silence au 2e étage était absolu, dense. Les pièces étaient vides, le débarras fermé. Rien n'était hors de place. J'attribuais le son au vent ou à un animal qui s'était introduit.
mais la sensation de ne pas être seul s'installa en moi. Avec le temps, ces petites anomalies devinrent plus fréquentes. Une nuit, un stylo que j'avais laissé sur mon bureau apparut sur le canapé de la salle d'attente. Au début, je pensais l'avoir déplacé moi-même par inadvertance, mais ensuite je commençais à trouver des objets hors de leur place régulièrement. Un dossier que j'avais laissé ouvert, fermé et avec les papiers en désordre. Une tasse de café que j'avais oubliée sur le bureau apparaissait lavée dans la petite cuisine. Des choses qui défièrent la logique et qui me faisaient sentir de plus en plus mal à l'aise. Cependant, ce qui commença vraiment à me perturber fut la sensation d'être observé, un regard froid, pénétrant, que je ressentais dans la nuque lorsque j'étais seul. Souvent, je me retournais brusquement, espérant voir quelqu'un, mais je trouvais toujours le couloir vide ou mon reflet dans la vitre de la fenêtre. Mes nuits sont devenues agitées. J'ai commencé à rêver du cabinet, des rêves confus où j'entendais des chuchotements, voyais des ombres se déplacer dans la périphérie de ma vision et ressentais une oppression dans la poitrine, une profonde tristesse qui n'était pas la mienne. L'une de mes patientes, Isabelle, a commencé à m'inquiéter d'une manière particulière. C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, souffrant d'anxiété sévère avec des attaques de panique. Pendant nos séances, Isabelle décrivait comment elle ressentait une présence chez elle, une ombre qui l'observait depuis les coins de sa chambre, des chuchotements indistincts qui la gardaient éveillée la nuit. Elle me disait qu'elle ressentait une énergie lourde, une tristesse qui n'était pas la sienne, et que parfois elle était envahie par une peur paralysante sans raison apparente. Je l'écoutais avec l'empathie professionnelle qui me caractérisait, je lui prescrivais des anxiolytiques et une thérapie cognitivo-comportementale. Je lui expliquais que c'était des symptômes de son anxiété, que l'esprit stressé pouvait créer des perceptions. Mais, étrangement, ces descriptions de la présence ont commencé à résonner en moi. L'ombre à la périphérie, le froid soudain, le chuchotement que je n'arrivais pas à déchiffrer. Est-ce que mon esprit me jouait aussi des tours à cause du stress d'ouvrir ma propre pratique? Un jour, Isabelle m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Docteur, m'a-t-elle dit d'une voix tremblante, je la sens ici aussi. C'est comme si elle aimait cet endroit, comme si elle se nourrissait de la tristesse. Elle m'a regardé avec des yeux très ouverts, remplis de terreur. Elle a pointé un coin de mon cabinet, juste là où j'avais moi-même ressenti le froid le plus intense et la sensation d'être observé. « Elle est là, non, vous ne la sentez pas ?» demanda-t-il. Je secouai la tête, essayant de garder mon calme. Mais un frisson me parcourut de la tête aux pieds. Cet après-midi-là, après la séance avec Isabelle, je décidai d'affronter mon inquiétude croissante. Je me rendis au débarras du 2e étage, un endroit que j'avais systématiquement évité. La porte était vieille et grinçait en s'ouvrant. La pièce était petite et sombre, remplie de boîtes poussiéreuses, de meubles recouverts de draps et d'étagères encombrées de dossiers. Une odeur d'humidité et de vieux papier, encore plus intense que dans le reste du bâtiment, me frappa. Je commençai à examiner les boîtes. La plupart contenaient de vieux documents, des reçus de service et des revues médicales périmées. Mais dans une boîte, au fond, je trouvai une pile de dossiers cliniques très anciens, reliés en carton rigide et avec des pages jaunies. Ils n'avaient pas de nom, juste des numéros. Curieuse, j'en pris un au hasard. Les notes étaient écrites à la main, avec une calligraphie soignée mais tremblante. C'était le dossier d'un patient du docteur Solano. Au fur et à mesure que je lisais, mon cœur commença à battre la chamade. Les descriptions étaient troublantes similaires à celles d'Isabelle. Le patient rapporte ressentir une présence constante, une ombre qu'il observe depuis les coins de la pièce, tant à la maison qu'au cabinet. Il entend des murmures inintelligibles qui lui provoquent terreur et paralysie. Il décrit des froids inexplicables et une oppression émotionnelle. Il y avait plusieurs mentions de l'énergie du bâtiment et de la façon dont la présence semblait s'intensifier la nuit. Je lus plusieurs autres dossiers et le schéma se répéta. De nombreux patients du docteur Solano avaient expérimenté des phénomènes identiques, ou du moins les avaient décrits ainsi. Mais il y avait un dossier en particulier qui attira toute mon attention, marqué simplement du numéro 17. Les notes étaient plus longues, plus désespérées. Elles appartenaient à une patiente nommée Sofia Del Rio, une jeune femme d'environ 25 ans, suivie depuis presque 30 ans. Sofia décrivait une augmentation progressive des manifestations, des objets qui se déplaçaient, des coups dans les murs, des ombres corporelles et une sensation d'étouffement. Ce qui était le plus glaçant, c'était que ces dernières annotations n'étaient pas celles d'un médecin, mais de Sofia elle-même, écrites dans la marge, avec une écriture irrégulière et tremblante, comme si sa main avait été forcée. Elle disait « Il m'envahit, il ne me laisse pas partir, cet endroit est vivant, il se nourrit de nous ». La dernière ligne, à peine lisible, était un gribouillis qui semblait dire « Je ne peux pas sortir ». Un frisson glacial me parcourut le dos.
Les lumières du débarras commencèrent à clignoter et l'air devint lourd, irrespirable. Un courant d'air froid me frappa la nuque. Je laissai tomber le dossier. La boîte se renversa, répandant des papiers jaunis sur le sol. Je sortis en courant du débarras, fermant la porte d'un coup sec, presque sans souffle. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Les mots de Sophia, les descriptions d'Isabelle et mes propres expériences, tout se rejoignait dans un schéma terrifiant. L'idée que le bâtiment était vivant, qu'il se nourrissait de l'angoisse de ses occupants, commença à prendre forme dans mon esprit. Je sentais que je devenais folle. Moi, psychiatre, croyant aux fantômes, c'était absurde, mais la peur était réelle. Les jours suivants furent une torture. Chaque fois qu'Isabelle venait en thérapie, son état empirait. « Je me sens si vide après être venue ici, docteur, » me dit-elle un jour, comme si on m'avait drainé quelque chose. Ses yeux montraient une profonde fatigue, une désolation qui me touchait. Et moi, de mon côté, je sentais comment l'anxiété et la paranoïa prenaient possession de moi. J'ai commencé à regarder mon propre reflet dans le miroir avec méfiance, cherchant des signes de folie dans mes yeux. Un après-midi pluvieux, la situation a atteint son point de rupture. J'avais une séance avec Isabelle. La tempête frappait les fenêtres, créant une ambiance sombre et mélancolique. Isabelle est arrivée avec le visage émacié, ses mains tremblaient. À peine s'était-elle assise sur le canapé qu'elle a commencé à pleurer de manière incontrôlable. « Il est ici, docteur », a-t-elle gémi entre des sanglots. « Je suis désolée. Il est plus fort que jamais. Il s'approche de moi. Il me chuchote des choses. » Son regard était fixé sur un coin de la pièce, le même qu'elle avait signalé auparavant, et où je sentais une présence glaciale. J'ai essayé de la calmer, mais ma propre voix sonnait incertaine. « Isabelle, s'il te plaît, essaie de respirer. Ce ne sont que tes nerfs. »« Ce ne sont pas mes nerfs, » m'a-t-elle interrompu, sa voix à peine un murmure. « Je l'ai vue, une ombre haute, très mince, ses yeux sont comme des trous noirs. Il me veut ici, il nous veut ici. » À cet instant, la lumière du cabinet a clignoté violemment. La pièce a plongé dans une pénombre inquiétante. L'air est devenu glacial tout à coup, et une odeur de moisi et de quelque chose de doux et de putride a rempli mes narines. Puis, je l'ai vue. Juste derrière Isabelle, dans le coin sombre, une silhouette haute et élancée s'est matérialisée. C'était une ombre, oui, mais avec une densité qui semblait absorber la peu de lumière qui restait. Elle n'avait pas de traits définis, juste la forme d'une figure humaine, allongée et déformée, et 2 points plus sombres là où devraient être les yeux. C'était l'ombre dont parlait Sophia, celle qu'Isabelle voyait, celle qui m'observait. Une terreur primitive me paralysa. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait sortir de ma poitrine. Isabelle laissa échapper un cri étouffé. Son corps se convulsa sur le canapé. L'ombre sembla se mouvoir légèrement, comme si elle s'inclinait vers nous. Je ressentis une pression écrasante dans ma tête, comme si quelque chose tentait de forcer son entrée dans mon esprit. Douleur, désespoir, une tristesse infinie m'envahirent. Je me sentis complètement vulnérable, exposé. Je ne sais pas combien de temps passa, peut-être quelques secondes, peut-être une éternité. Finalement, Isabelle s'évanouit. L'ombre, en même temps, sembla se dissiper dans l'obscurité du coin, devenant une partie indistinguable de la pénombre. Le froid se dissipa un peu, l'odeur nauséabonde commença à s'estomper. Je me levai tremblante, à peine capable de bouger. J'appelai une ambulance pour Isabelle, disant qu'elle avait eu une attaque de panique très sévère. Je pouvais à peine parler. L'infirmière de l'ambulance l'emmena à l'hôpital. Je restai seul dans le cabinet, tremblant, les genoux flageolants. Cette nuit-là, je ne rentrais pas chez moi. Je ne pouvais pas. Je sentais que le bâtiment m'avait entraîné dans ses profondeurs, qu'il m'avait montré une partie de sa vérité. Mon esprit rationnel luttait pour trouver une explication logique. Mais l'image de cette ombre, la terreur dans les yeux d'Isabelle et l'avalanche d'émotions négatives qui m'avaient assailli étaient trop réelles. Je remontai au grenier cette fois avec une détermination fiévreuse. Je devais trouver quelque chose de plus. La boîte de dossier était toujours par terre. Je cherchais le dossier de Sophia, le numéro 17, je le trouvai. À la dernière page, sous les notes désespérées de Sophia, il y avait une date beaucoup plus récente et une petite note au crayon avec une écriture différente qui disait « Ne te laisse pas attraper, fuis, lui aussi est parti ». Il n'y avait pas de signature, ni de nom d'auteur, mais cette phrase, cet avertissement m'a pénétré jusqu'aux os. Lui aussi est parti. Parlait-elle du docteur Solano ? L'ancien psychiatre avait-il aussi fui cela ? Et pourquoi le dossier était-il encore ici, avec cette note ? Qui l'avait écrite ? Trop de questions sans réponse. Je suis sorti de là aussi vite que j'ai pu. J'ai pris mes affaires essentielles, mon portefeuille, mon téléphone, et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain, j'ai appelé la famille d'Isabelle.
Je leur ai suggéré de chercher un autre thérapeute pour elle, un qui pourrait lui offrir une attention plus spécialisée, peut-être hospitalière. Je n'ai bien sûr rien mentionné de l'ombre. Je leur ai dit que son cas était plus complexe que ce que je pouvais gérer dans ma consultation privée. J'ai appelé le propriétaire de l'immeuble et, d'une voix que je reconnaissais à peine comme la mienne, je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer avec le loyer. J'ai inventé une excuse sur des problèmes personnels qui m'obligeaient à quitter la pratique. Je perdrais le dépôt, je perdrais l'argent investi dans la rénovation, je perdrais mon rêve. Mais rien de tout cela n'importait face à la terreur que je ressentais. Le propriétaire n'a pas posé de questions. Il semblait comprendre. Sa voix était grave. « Cet immeuble a toujours été maudit », m'a-t-il dit avec un soupir. « Personne ne reste longtemps là-bas. Le docteur Solano est devenu excentrique avant de disparaître. Et avant lui, il y en avait un autre qui a aussi tout quitté du jour au lendemain. Ces mots m'ont confirmé que je n'imaginais rien. Je ne suis jamais retourné dans ce cabinet. Je ne suis pas retourné chercher mes meubles, ni les dossiers que j'y avais laissés. Je n'ai pas pu. Rien que l'idée de revenir me provoquait une crise de panique. J'ai abandonné ma pratique, mon rêve de devenir psychiatre. Après cela, ma foi en la science et la logique a vacillé. Comment pouvais-je aider les autres à faire face à leurs démons si j'avais moi-même été consumé par l'un d'eux? J'ai déménagé dans une autre ville, changé de profession. Maintenant, je travaille dans la recherche, loin des patients et des cabinets. L'expérience m'a laissé une cicatrice profonde. Parfois, lors de nuits d'insomnie, je ressens encore ce froid inexplicable, ce regard invisible. Et je me demande ce qu'est devenue Isabelle. S'est-elle remise, ou l'ombre de ce bâtiment la poursuit-elle encore? Et plus terrifiant encore, qu'est devenue Sophia et le docteur Solano? Je ne le sais pas, mais je suis sûr d'une chose. Il y a des endroits où la maladie mentale n'est pas seulement une question d'esprit, mais de quelque chose de beaucoup plus sombre et ancien, quelque chose qui se nourrit de la vulnérabilité humaine, attendant patiemment dans l'ombre de vieux cabinets. Et ainsi se conclut le récit troublant d'Elena Morales, une histoire qui nous laisse réfléchir sur les limites de notre perception et ce qui rôde réellement dans les recoins des lieux que nous pensons connaître. Le silence dans son cabinet était plus terrifiant que n'importe quel cri, n'est-ce pas? Si cette histoire t'a perturbé autant que moi, laisse-moi tes impressions dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que tu penses de ce qu'Elena a vécu, et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire. Je m'appelle Elena et ma fascination pour l'esprit humain a toujours été immense. Je rêvais de devenir psychiatre, d'aider les gens à déchiffrer les complexes labyrinthes de leur psyché. C'est pourquoi, lorsque j'ai obtenu mon premier emploi en tant qu'assistante dans une clinique psychiatrique privée, je me suis sentie au sommet du monde. Le docteur Vargas, un homme âgé et respecté, m'avait donné l'opportunité et j'étais prête à absorber chaque goutte de connaissance. La clinique était un ancien bâtiment de 2 étages, situé dans un quartier calme, entouré d'arbres qui offraient une ombre perpétuelle. De l'extérieur, elle ressemblait à une grande maison accueillante, mais à l'intérieur, il y avait une atmosphère de vieux, de livres poussiéreux et de silence pesant. Les murs étaient d'une couleur beige usée, et les meubles, bien que élégants, étaient démodés. Souvent, l'odeur de désinfectant se mêlait à celle de l'humidité, et à quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable qui me rappelait parfois du vieux papier et parfois du métal froid. Ma routine était assez standard. Je recevais les patients, gérais les rendez-vous, archivais les dossiers et, de temps en temps, j'aidais le docteur Vargas avec quelques transcriptions. Les matins et les après-midi étaient chargés, remplis des voix des patients, du tintement des tasses de café et du murmure constant des conversations. Mais c'était la nuit que la clinique se transformait. La plupart du personnel partait à 7 heures et je restais souvent jusqu'à 9 ou 10 heures, terminant mes tâches, m'immergeant dans le silence qui s'accumulait dans chaque coin. Au début, la solitude nocturne était agréable, elle me permettait de me concentrer, d'entendre mes propres pensées. J'aimais marcher dans les couloirs vides, la lumière tamisée des fluorescents bourdonnant doucement au-dessus de ma tête. Je me sentais partie de quelque chose d'important, un gardien des secrets enfermé entre ces murs. Mais peu à peu, ce sentiment a commencé à changer. C'était subtil au début. Un craquement à l'étage que je ne me souvenais pas avoir entendu auparavant. Un changement soudain de température dans une pièce vide. Le léger murmure de ce qui semblait être une voix d'enfant juste au moment où je passais par la salle d'attente. Je l'attribuais à l'ancien bâtiment, à la fatigue ou à mon imagination. Après tout, je passais des heures à lire sur la schizophrénie, les troubles dissociatifs et d'autres conditions qui altèrent la perception de la réalité. Qui ne commencerait pas à imaginer des choses,
Un mercredi soir, le docteur Vargas m'a demandé de trier quelques vieux dossiers conservés dans le sous-sol. C'était une tâche ennuyeuse mais nécessaire. Le sous-sol était un enchevêtrement d'étagères rouillées, de boîtes en carton remplies de papier et d'une odeur pénétrante de moisissure et d'enfermement. Les quelques ampoules suspendues clignotaient, créant des ombres dansantes qui faisaient que chaque coin semblait cacher quelque chose. En fouillant parmi des dossiers jaunis et des classeurs oubliés, je suis tombé sur un dossier particulier. Il était plus épais que les autres, relié en cuir sombre et sans étiquette visible. La curiosité m'a piqué. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé un nom. Sylvia Ramos. La date d'ouverture du dossier remontait à presque 50 ans. Le docteur Vargas n'avait guère plus de 30 ans lorsqu'il avait pris en charge cette patiente. Les notes étaient inhabituelles. Le docteur Vargas, connu pour son pragmatisme et son approche scientifique, avait écrit des choses qui ne correspondaient pas à sa personnalité. Elle décrivait Sylvia comme une jeune femme d'une vingtaine d'années qui avait été internée pour des épisodes de dissociation sévère et d'hallucination. Mais ce qui a attiré mon attention, ce sont les descriptions détaillées de ses personnalités. Ce n'étaient pas seulement des fragments dissociés de la même personne, elles semblaient être des entités distinctes. Le docteur avait noté comment Sylvia, lors de ces épisodes, parlait avec des voix différentes, non seulement des tons, mais aussi des lexiques et des connaissances que la Sylvia originale ne possédait pas. L'une d'elles, qu'il appelait la petite fille, était un être espiègle mais macabre, qui parlait de jeux dans l'obscurité et de secrets cachés dans les murs. Une autre, le gardien, était une voix grave et protectrice, qui avertissait sur l'autre côté et les dangers de réveiller ceux qui devaient rester endormis. Et puis, il y avait la voix silencieuse, qui ne parlait pas, mais se manifestait avec une froideur et une sensation de présence que le docteur décrivait comme glaciale et inhumaine. Ce qui m'a glacé le sang, c'est de lire les propres mots du docteur Vargas, qui doutait de s'il avait affaire à un esprit malade ou à quelque chose de plus préternaturel. Il y avait un point dans le dossier où le docteur parlait d'une séance où la température de la pièce avait chuté brusquement et les objets métalliques de son bureau avaient vibré. Il décrivait comment la voix silencieuse avait manifesté une sorte d'intelligence propre, l'observant à travers les yeux de Sylvia, comme si la patiente n'était qu'une simple marionnette de quelque chose d'ancien et d'étranger. Le cas de Sylvia Ramos se terminait abruptement. La dernière entrée datant d'il y a 48 ans, disait simplement « Patient sorti, état de rémission incertain ». Le traitement est terminé, mais les phénomènes persistants. Il n'y avait plus de détails, ni de suivi, rien. C'était comme si l'affaire avait été clôturée à la hâte et avec un profond sentiment de soulagement. J'ai laissé le dossier au sous-sol, mais je l'ai emporté dans mon esprit. Cette nuit-là, en fermant la clinique, chaque ombre me semblait plus dense, chaque craquement plus significatif. Le silence qui me réconfortait auparavant se sentait maintenant comme une lourde couverture cachant quelque chose. Les jours suivants, le dossier de Sylvia Ramos est devenu une obsession secrète pour moi. Je retournais au sous-sol chaque fois que je le pouvais, relisant les notes, cherchant un indice, une explication qui me permettrait de comprendre. Plus je lisais, plus les événements nocturnes dans la clinique devenaient étranges. J'ai commencé à entendre le bourdonnement des fluorescents de manière plus aiguë, comme si le son s'intensifiait quand j'étais seul. Les portes fermées que j'étais sûr d'avoir laissées ouvertes, ou vice-versa, sont devenues courantes. L'arôme d'humidité est devenu plus prononcé dans le couloir menant à l'ancien cabinet du docteur Vargas, qui n'était maintenant qu'une salle d'archives inutilisée. Parfois, en passant par là, je ressentais une bouffée d'air froid, une sensation que quelqu'un m'observait depuis les ombres de la pièce. Une nuit, j'étais à mon bureau en train de terminer un rapport, quand j'ai ressenti un frisson me parcourir le dos. Je me suis retourné, m'attendant à voir un collègue, mais il n'y avait personne. Cependant, dans le couloir menant à la salle d'attente, j'ai vu une ombre. Elle était très grande et mince, et semblait se déplacer avec une rapidité antinaturelle. Elle a disparu avant que je puisse cligner des yeux. Je me suis convaincu que c'était mon imagination, un jeu de lumière, mais ce n'était pas le seul tour. Les rires. Au début, ils étaient si ténus que je les attribuais au vent ou au bruit de la rue. Mais ils sont devenus plus clairs, plus proches. C'étaient des rires d'enfants, espiègles, mais avec une nuance macabre. Ils provenaient toujours du 2e étage, des cabinets vides. Parfois j'avais besoin de monter, de voir ce que c'était, mais quelque chose me retenait, une peur instinctive. Un après-midi, le docteur Vargas est resté plus tard que d'habitude. Nous étions dans la salle d'attente, attendant qu'un patient vienne le chercher.
Le docteur, avec son calme habituel, m'a demandé comment ça allait. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je lui ai demandé des nouvelles de Sylvia Ramos. Son visage, généralement impassible, s'est légèrement contracté. Ses yeux se sont fixés sur un point au-delà de moi, sur le mur. Il y a eu un long silence. Sylvia Ramos, un cas très particulier, Elena, a-t-il finalement dit, sa voix un peu plus basse que d'habitude. Je ne pense pas que tu devrais enquêter sur ce dossier. Certaines histoires valent mieux qu'on les laisse dans le passé. J'ai insisté, mais la fin est si abrupte. Que lui est-il arrivé? Pourquoi l'a-t-il renvoyé si soudainement? Le docteur Vargas a soupiré. Sylvia n'était pas une patiente ordinaire. Ses voix étaient convaincantes. Trop. J'en suis arrivé à un point où je sentais que je ne traitais pas une personne, mais un lieu où quelque chose s'était ancré. Il s'est arrêté et semblait débattre avec lui-même. Elle s'est enlevé la vie, Elena. Peu après avoir été renvoyée, elle a sauté par sa fenêtre. Mais ce n'était pas elle qui avait pris la décision, pas complètement. Je le sais. Le sang m'a glacé. Les phénomènes persistent-ils, docteur? Est-ce à cela qu'il faisait référence dans le dossier? Le docteur. Vargas me regarda et pour la première fois, je vis une peur voilée dans ses yeux. Les cabinets psychiatriques, Elena, sont des lieux où s'accumule beaucoup d'énergie, douleur, peur, désespoir, mais ils ouvrent aussi des portes vers les profondeurs de l'esprit. Et parfois, ces portes ne se ferment pas complètement. Ne relis pas ce dossier, je t'en prie. Et si tu entends quelque chose la nuit, ignore-le, c'est le mieux. Son patient arriva à ce moment-là, et le docteur. Vargas s'en alla, me laissant avec une sensation d'oppression dans la poitrine. L'avertissement avait été clair, mais ma curiosité était plus forte que ma peur. Cette même nuit, je décidai de faire quelque chose que le docteur Vargas m'avait implicitement interdit, emporter le dossier de Sylvia chez moi pour le lire plus calmement, loin de l'atmosphère oppressante de la clinique. Mais quand je descendis au sous-sol, le dossier n'était pas là où je l'avais laissé. Je fouillais et fouillais parmi les papiers poussiéreux, mais il n'apparut pas. Je remontai, avec un nœud dans l'estomac, sentant que quelques yeux invisibles me suivaient depuis l'ombre. Alors que j'étais à mon bureau, essayant de terminer un rapport, la lumière du couloir menant à l'ancien cabinet de Sylvia Ramos commença à clignoter. Le bourdonnement devint plus fort. Puis, elle s'éteignit complètement. L'obscurité était presque totale, seulement rompue par la faible lumière de ma lampe de bureau. Je sentis une rafale d'air glacial, et l'odeur de moisi devint insupportable. Et puis, je l'entendis. Ce n'était pas un ricanement ni un murmure. C'était une voix qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. C'était une voix d'enfant, claire, et elle disait mon nom. Elena, tu veux jouer? La peur me paralysa. Ce n'était pas mon imagination, c'était réel. La voix de la fille. Mon cœur battait la chamade. J'essayais de rationaliser. C'était la fatigue, le stress, les histoires du docteur Vargas, mais le son était trop clair, trop proche. Puis, la voix changea. Elle devint plus grave, plus profonde, comme si plusieurs gorges parlaient en même temps, résonnant dans ma poitrine. Ici tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. C'était le gardien. Je me levai d'un bond, ma chaise grinça bruyamment contre le sol. Mes yeux se déplaçaient frénétiquement dans le couloir sombre. Je ne voyais rien, mais je ressentais une présence écrasante, comme si l'air était devenu dense et lourd. Et puis, le coup. Un coup sec, répétitif, venant du cabinet de Sylvia. Un coup rythmique, comme si quelqu'un frappait un objet en bois contre le mur. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'était le son d'une horloge à coucou défectueuse ou d'un pendule qui frappait. Un tic-tac macabre qui résonnait dans le silence. Le docteur Vargas avait parlé des phénomènes qui persistent. Était-ce cela, la manifestation des personnalités de Sylvia, ou peut-être quelque chose qui était resté ancré là, se nourrissant de l'énergie psychique de la clinique? Je reculai lentement, sans cesser de regarder vers le couloir. Ma lampe de bureau clignota et s'éteignit, me plongeant dans l'obscurité totale. Seul le tic-tac résonnait maintenant. La panique s'empara de moi. Je trébuchais sur quelque chose, une pile de dossiers, et tombai à genoux. Dans l'obscurité, j'étendis la main pour toucher ce qui m'avait fait tomber. C'était un livre, un vieux livre, relié en cuir, le dossier de Sylvia Ramos. J'étais ouverte dans mes mains, une page pliée par le coin. La lumière de mon téléphone, que j'avais allumé instinctivement, éclairait le texte. C'étaient les dernières notes du docteur Vargas. Sylvia, ou ce qui l'habite, est attachée à cet endroit. Elle se nourrit de l'inquiétude, de l'esprit vulnérable. C'est un hôte, et quand elle n'est plus là, elle cherche un autre. Il persiste.
La voix de la Niña a recommencé à chuchoter, cette fois juste derrière mon oreille, son souffle froid frôlant ma peau. Nous voulons jouer, Elena. Reste avec nous. J'ai ressenti une piqûre de froid extrême, comme si une main invisible me touchait la nuque. L'odeur de métal froid est devenue insupportable. J'ai crié, je me suis levé d'un bond, lâchant le dossier. Mon téléphone est tombé et l'écran s'est brisé, mais la lumière restait allumée, projetant un faisceau clignotant sur le sol. Le tic-tac s'est accéléré, le rythme frénétique d'un cœur agonisant. J'ai regardé vers le faisceau de lumière de mon téléphone. Le dossier de Sylvia était là, ouvert, et sur la page, une ombre noire, allongée, comme une main avec des doigts excessivement longs, semblait glisser lentement sur le papier. C'était suffisant. Tout mon entraînement, mon scepticisme, mon désir de comprendre se sont effondrés. Il n'y avait pas d'explication rationnelle à cela. Je ne voulais pas jouer, je ne voulais pas rester. J'ai couru. J'ai couru avec une force que je ne savais pas avoir, ignorant les battements de mon propre cœur, l'air glacial dans mes poumons. J'ai trébuché, je me suis relevé, et j'ai continué à courir, suivant la faible lumière qui venait de la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte avec des mains tremblantes, et je suis sorti dans la rue, sous la lumière des lampadaires. L'air frais de la nuit ne m'avait jamais semblé si pur, si salvateur. Derrière moi, la clinique restait silencieuse, sombre, avec ses secrets enfermés entre ses murs. Mais je savais que ce n'était pas un silence vide, c'était un silence qui observait, qui attendait. Je ne suis jamais retourné dans cette clinique. J'ai appelé le docteur Vargas le lendemain et j'ai démissionné, inventant une excuse sur des problèmes familiaux. Il n'a pas demandé, n'a pas objecté. Je pense qu'il a compris. Je n'ai jamais mentionné le dossier, ni les voix, ni le tic-tac. Je savais qu'il le savait déjà. Cela fait des années depuis. J'ai terminé mes études de psychologie, mais je n'ai jamais retravaillé dans une clinique. J'ai opté pour la recherche, pour la théorie, pour tout ce qui pouvait m'éloigner de la pratique directe et surtout des lieux qui gardent trop de secrets. Parfois, dans le silence de mon appartement, j'entends un léger bourdonnement comme celui d'un ancien fluorescent. Et si je ferme les yeux, je peux encore sentir le froid glacial de cette nuit-là, l'odeur de métal et de moisi, et l'écho d'une voix d'enfant murmurant mon nom. Je sais que je ne suis pas folle, j'ai juste appris que certaines portes de l'esprit valent mieux être laissées fermées, et certains lieux, il vaut mieux ne pas troubler leur repos, parce que ce qui y habite parfois poursuit. Et ainsi se termine l'inquiétante histoire qu'Elena nous a partagée. Ces lieux où l'esprit humain est si vulnérable peuvent, sans aucun doute, ouvrir des portes à ce que nous ne pouvons pas comprendre complètement. Si jamais vous avez eu une expérience similaire dans un environnement de travail ou dans un endroit que vous croyez sûr, j'aimerais beaucoup la lire dans les commentaires. Et si cette histoire vous a plu et que vous souhaitez écouter d'autres récits qui vous donneront des frissons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine histoire et d'ici là, reposez-vous, si vous le pouvez.